Bonjour à tous, je vous remercie de vous être déplacés aujourd'hui dans le cadre des 3 tables rondes que nous organisons au cours du 24e Festival Voix publique 2025 sur l'eau. Il a déjà bien débuté avec 3 conférences. L'eau dans la Bible avec Jean-Marie Blanchard, notre bibliste. Droits et prérogatives des États sur leur espace maritime par le douanier honoraire Philippe Lagrange. Et hier soir, eau et urbanisation avec Nicolas Lancereau, architecte urbaniste, dont les propos vont nous permettre de mieux comprendre et de mieux appréhender la conférence suivante sur inondation. On va voir les conséquences de l'urbanisme sur les inondations et la prévention. Les 3 tables rondes de ce soir à Mendes France vont débuter par le reuse, la réutilisation des eaux usées. Elle sera suivie après à 20h30 par une table ronde sur inondation. Et puis jeudi soir, la dernière table ronde sur eau de baignade, où on pourra bénéficier de Laurent Moulin qui a préparé la scène pour qu'elle puisse être baignable pendant les Jeux olympiques. Évidemment, Voix publique tient à remercier très sincèrement toute l'équipe de Mendes France qui nous fait encore confiance et qui a validé nos thèmes 2025, comme 2024, comme 2023. Christine Guiton et Marie-Annick Hall. Marie Legrand, la présidente de Vienne Nature, qui nous a soutenus et qui nous a donné des ouvertures. Et puis, évidemment, tous nos participants aux tables rondes qui ont vraiment su se rendre disponibles, ont été à l'écoute, ont tous été bienveillants depuis des semaines que je les harcèle. Évidemment, une attention très particulière pour Bernard Legube, qui a été la cheville ouvrière, si, j'y tiens, et de toutes ces conférences. Voilà, je ne vais pas déborder plus, je vais lui passer la parole et chacun va se présenter au fur et à mesure pour pas que ça soit trop imposant à chaque fois. Voilà, merci encore de votre présence. À bientôt. Merci Thierry. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être aussi présents et passionnés par le monde de l'eau. J'espère que vous ne serez pas déçus, mais j'en suis presque sûr, puisque nous avons réuni pour ces 3 tables rondes des spécialistes. Et moi, je ne vais pas vous faire une conférence, contrairement à ce que j'ai l'habitude de faire, peut-être d'autres fois, mais je vais animer le débat entre ces spécialistes, débat que nous avons évidemment un petit peu préparé à l'avance pour avoir une certaine logique dans le déroulé. Un petit mot d'introduction quand même pour ces 3 tables rondes, tout compte fait. Lors de la COP21 à Paris, nous affichions, enfin, les responsables affichaient une augmentation de température à ne pas dépasser de plus 1,5 degré au niveau mondial. Et temps écoulé, j'ai dû me tromper parce que 3 minutes, c'est vraiment. Donc au niveau mondial, 1,5 degré par rapport à la période pré-industrielle, c'est-à-dire 1850-1900. Quand le 6e rapport du GIEC est sorti, les spécialistes climatologues annonçaient pour la période 2010-2019 plus 1,1. Donc fin 2019. Aujourd'hui, évidemment, il faut attendre 2029 pour avoir une nouvelle décennie. Mais sur ces années 2024-2025, on est quasiment à plus 1,5, c'est-à-dire que nous avons déjà atteint la limite que se fixait l'accord de Paris. Alors, je parle au niveau mondial, au niveau territorial, sur la France métropolitaine, vous pouvez ajouter 1 degré. Nous sommes quasiment à 2,9 degrés par rapport à la période pré-industrielle, pour une moyenne sur les années 2021, 2022, 2023 et 2024. Alors évidemment, tout cela va avoir des impacts sur les précipitations. On le verra demain, ou ce soir plus exactement,
c'est pas demain, avec les inondations. Ça a des impacts sur la disponibilité des ressources en eau, sur la biodiversité, sur le littoral, sur les activités, agriculture et autres. Et sur la disponibilité de la ressource en eau, il va falloir trouver des solutions puisque le débit des cours d'eau diminue significativement. On prévoit des diminutions en été dépassant les 50% de débit d'étiage, donc les débits d'été, même si ce n'est pas tout à fait la même chose, débit d'étiage et débit d'été, mais débit d'étiage, c'est les débits les plus faibles. Sur le mois le plus faible dans l'année, donc c'est forcément un mois d'été. On aura une diminution du niveau de l'eau dans les plans d'eau, dans les retenues d'eau, qui nous servent aussi à alimenter en eau potable, pas seulement, mais aussi. Et donc il y a plusieurs solutions d'adaptation qui sont envisagées. Et parmi ces solutions, il y a ce qu'on appelle les eaux non conventionnelles. Et dans les eaux non conventionnelles, vous avez l'eau de pluie, vous avez les eaux usées urbaines. Et comment réutiliser ou utiliser, suivant les discours de certains de mes collègues qui disent que ce n'est pas une réutilisation, en fait c'est une utilisation. Peu importe, comment réutiliser ces eaux usées urbaines, comme le font l'Israël, qui réutilise 90% de ces eaux usées urbaines. Vous allez me dire, l'Israël, ça peut se comprendre. Ou comme le font certains pays proches, comme l'Italie, l'Espagne, qui réutilisent 7-8% à peu près des eaux usées urbaines, alors qu'en France, on est un petit peu à la traîne, puisqu'on est à 1%, voire un peu moins peut-être. Nos spécialistes vont le dire tout à l'heure. Donc c'est le but de la soirée d'aujourd'hui. Voilà l'introduction que je voulais faire. Mais avant toute chose, je vais demander à Antoine Gauthier, qui va se présenter, de nous dire ce que c'est qu'une eau résiduaire urbaine. Est-ce que tout le monde dans la salle sait ce que c'est qu'une eau résiduaire urbaine et fait la différence entre une eau résiduaire urbaine et une eau potable, par exemple? Alors, Antoine, merci de vous présenter et de dire un mot sur cette définition, enfin, ce concept d'eau résiduaire urbaine. Alors, bonsoir. Je vais m'appuyer pour ça aussi sur une petite présentation. Est-ce qu'elle s'affiche bien? Impeccable. Bonjour. Donc, Antoine Gauthier, donc, le directeur eau assainissement de Grand Poitiers Communauté Urbaine, et les équipes donc, de la direction eau assainissement s'occupent donc, du cycle de l'eau que je vais vous présenter juste après, donc de l'eau potable, que ce soit sa production, sa distribution et la gestion des eaux usées, dont on va parler tout de suite, sur 13 communes pour 140 000 habitants, dont Poitiers. Et donc, je vous parlais du cycle de l'eau pour éclaircir un petit peu le sujet des eaux usées. Quand on considère le cycle de l'eau, vous avez sur la figure de gauche, en fait, deux notions de cycle de l'eau qui sont présentées. On considère ce qu'on appelle le grand cycle de l'eau, qui intègre tous les phénomènes naturels de l'eau, par exemple son évaporation lorsqu'elle est présente sur la surface de la Terre, sa condensation sous forme de neige, puis la pluie qui nous la fait redescendre sous forme liquide. Et quand on considère les activités humaines, en fait, on parle de ce qu'on appelle le petit cycle de l'eau. Le petit cycle de l'eau, en fait, c'est des notions que M. Le Gube vient d'introduire, c'est-à-dire c'est l'eau potable qu'on utilise pour des besoins humains, avec une eau dite destinée à la consommation humaine, et les eaux usées, une fois que les activités humaines ont utilisé cette eau. Et donc vous avez, alors je pense que je dois pouvoir utiliser la souris pour essayer d'illustrer un petit peu plus le discours. Non, je ne crois pas que j'ai de pointeur, c'est pas grave. Vous avez, sur le schéma, vous reconnaissez des habitations. Et donc, les eaux usées, ce sont les eaux après utilisation par l'homme, donc que ce soit pour des usages domestiques, que ce soit pour des usages industriels, des usages économiques, avec l'artisanat, par exemple. Et donc, toutes ces eaux usées, lorsque l'homme les utilise, elles se chargent de différents polluants, de différents composés. Il y en a de très nombreux, on va les résumer pour essayer d'éclairer le débat ce soir. On va les résumer de manière un petit peu caricaturale et très synthétique sous trois formes. Il va y avoir des déchets. Les eaux usées, elles vont contenir des déchets solides. Ça peut être des branches, des feuilles et des déchets solides qui ont été rejetés lors de l'utilisation de l'eau potable, par exemple. Il va y avoir ce qu'on appelle la matière organique, des polluants dits dissous. La matière organique, c'est ce qui va, par exemple, aller teinter l'eau
les eaux usées. Et puis, une troisième forme de pollution dans les eaux usées, ce sont les micro-organismes. Lorsque l'homme utilise les eaux usées, notamment lorsqu'il les utilise à des fins de WC, par exemple, il rejette des micro-organismes. Oui, on les oublie souvent, ces micros. Comment ? On les oublie souvent. Tout à fait. Allez-y, continuez, mais je couperai comme ça de temps en temps. Faut pas hésiter. Et puis, donc, ces micro-organismes, en fait, ce sont des bactéries, des virus, des parasites. Et certains d'entre eux peuvent avoir un impact sur la santé humaine. Ce sont des micro-organismes dits pathogènes. Et donc, ces micro-organismes, en fait, sont contenus dans les eaux usées. On oublie très souvent cette composante-là des eaux usées. Et donc, si on refait un petit peu d'histoire sur l'assainissement et pour en revenir à la question au point de Monsieur Legube, les eaux usées, elles sont gérées par l'assainissement. En France, l'assainissement, c'est quoi ? C'est une première fonction qui est d'évacuer ces eaux usées. En fait, l'assainissement s'est développé à la fin du 19e siècle, en France à peu près, suite à de nombreux épisodes d'épidémies, où on s'est aperçu que les eaux usées, en fait, étaient vectrices de maladies pour la santé humaine. Et donc, la première fonction de l'assainissement, c'est une hygiène, c'est pour la santé publique, l'hygiène, c'est d'éloigner les eaux usées. Donc ça, c'est vraiment important à garder en tête et ça reviendra, je pense, dans la suite des débats. Et la deuxième fonction des eaux usées, donc là, concrètement, l'homme, lorsqu'il a développé les premières étapes de l'assainissement, c'était des caniveaux et des tuyaux pour éloigner les eaux usées des villes et de l'homme. La deuxième fonction de l'assainissement qui s'est développée, c'est la protection de la nature. Ces eaux usées, elles étaient canalisées jusqu'à des cours d'eau, jusqu'à des fleuves, jusqu'à des rivières. Et on s'est aperçu, à partir des années 50, 60, que ces rejets-là avaient un impact sur la nature, notamment les matières organiques, par exemple, qui consomment l'oxygène des rivières. Et donc là, on s'est mis à traiter ces eaux usées. C'est ce qu'on appelle les stations d'épuration, qui dépolluent les eaux usées avant leur rejet au milieu naturel. Et donc, je vais clore là-dessus pour poser le débat. Dans une station d'eau usée, on va trouver différentes étapes de traitement qui vont avoir pour objectif de traiter uniquement les deux premiers composants que j'ai évoqués tout à l'heure, c'est-à-dire les déchets. On va retenir les déchets. On va enlever tous les déchets solides contenus dans les eaux usées pour pas qu'ils partent à la rivière. On va dépolluer l'eau de ces matières organiques en très grande majorité pour éviter que ces matières organiques aient un impact sur le milieu naturel. En revanche, l'extrême majorité des stations d'épuration en France n'élimine pas la totalité des micro-organismes contenus dans les eaux usées. Donc, les rejets de stations d'épuration qui vont à la rivière contiennent encore ces micro-organismes en très grande quantité et certains pathogènes. Donc, est-ce que c'est acceptable ? J'anticipe tout de suite une question. Oui, ça l'est, parce que ces micro-organismes, en revanche, eux, n'ont quasi pas d'impact sur le milieu naturel. Les bactéries naturellement contenues dans le milieu naturel, où l'action de la lumière va aller éliminer ces micro-organismes. Et donc voilà à peu près le panorama des eaux usées. Où est-ce qu'on se situe dans le cycle de l'eau et quelles sont les fonctions d'une station d'épuration ? Alors évidemment, on va y revenir sur ces stations d'épuration, parce que vous avez bien compris qu'une eau usée, pour la réutiliser, il faut la traiter. Et la traiter le mieux possible. Mais avant peut-être de voir ça, Frédéric et Olivier, peut-être Frédéric d'abord, à quoi ça va servir ? À quoi ça peut servir ces eaux usées, d'une part, à quel usage elles sont destinées ? Elles pourraient être destinées en France. Est-ce que ça commence à se faire en France ? Et puis, on abordera aussi le problème des difficultés rencontrées quand on a un projet de réutilisation des eaux usées dans une commune. Donc, Frédéric, est-ce que vous pouvez vous présenter d'abord ? Oui, bien sûr. Bonsoir tout le monde. Frédéric Nakache-Danglot. Donc, je suis chef de service à l'expertise process, direction expertise process, avec une spécialité microbiologie. Donc, je vais vous parler des petites bébêtes, justement, ce dont parlait à l'instant Antoine. Et je travaille notamment sur la gestion des risques sanitaires et environnementaux et sur la reuse, entre autres, depuis pas mal d'années. Une eau réutilisée, une eau usée traitée sortie de station d'épuration. Vous avez vu qu'elle contient des bactéries, des virus, des parasites, des protozoaires, des champignons, tout plein de micro-organismes, plus ou moins pathogènes. La plupart sont pathogènes parce que d'où viennent-ils ? Ils viennent de nous, essentiellement, et des animaux également. Ils viennent essentiellement des matières fécales. Et dans nos matières fécales, qu'on soit malade ou bien portant, on a ces germes pathogènes.
Et c'est en ça que nous, on est soi-même, nous-mêmes, contaminants. Lorsqu'on va utiliser l'eau potable, qu'on va aller avec les eaux vannes rejeter nos matières fécales dans les eaux usées traitées. Et cette masse de micro-organismes, évidemment, il faut l'éliminer. Bernard a parlé de traitement. Au-delà du traitement, il y a aussi la désinfection finale. La désinfection, c'est l'élimination, pas de la totalité. Il ne s'agit pas de stériliser l'eau usée traitée. Il s'agit d'abattre un maximum de micro-organismes, notamment les pathogènes, ceux qui ont un impact sur la santé humaine et animale. Et du coup, une fois qu'on l'a bien désinfecté, quels usages on peut en faire de cette eau usée traitée à réutiliser? Essentiellement des choses qu'on pratique depuis pas mal d'années, des décennies, par exemple, pour arroser des cultures agricoles. Il faut savoir que depuis les années 80, les pommes de terre de Noirmoutier sont arrosées avec des eaux usées traitées. On fait depuis les années 80 de la reyoute sur l'île de Noirmoutier. Il faut continuer à les manger. Et on les mange. Bien sûr, on va les cuire, mais elles sont désinfectées, ces eaux usées. Tout à l'heure, c'est toi qui parlais non, c'est Bernard qui parlait de l'effet des UV solaires. Par exemple, sur la station d'épuration de Noirmoutier, ce sont des grandes lagunes où il y a une décantation naturelle des eaux, puisqu'on a parlé des déchets. Tous ces déchets, ça contribue en fait à avoir des coagulations, des matières en suspension qui vont décanter. Et en même temps qu'elles vont décanter, elles vont abattre une grande quantité de micro-organismes qui vont s'absorber dans ces matières en suspension. Donc les déchets vont aller dans les vases. Et en même temps, dans la tranche d'eau claire des lagunes, on va avoir des infiltrations de l'UV solaire qui va contribuer à la désinfection de l'eau. Donc ce sont des choses qui se pratiquent naturellement, qui ne coûtent pas très très cher et qui permettent depuis des décennies d'irriguer les pommes de terre. Donc là, le plus gros usage vertueux et très utile, c'est l'irrigation agricole, à mon sens. Après, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est également arroser des espaces verts. Quand on a bien désinfecté, si on est sûr qu'on ne va pas faire des aérosols qui risquent de disséminer encore des bactéries pathogènes qui n'ont pas été totalement éliminées, on peut arroser par exemple des golfs, des espaces verts, des jardins, etc., des terrains de foot, tout à fait. Voilà. Et donc, ce sont des choses qui sont très utilisées. Et par exemple, sur des îles où on n'a pas beaucoup de ressources en eau potable, par exemple, dans le cas de l'île de Ré, c'est un cas où j'ai travaillé donc, depuis les années 2000. Ça fait presque 20 ans qu'on travaille sur la réutilisation des eaux usées là-bas. On fait aussi de l'arrosage des centres équestres. Pour éviter que le sable ne soit trop gênant lorsqu'on fait des reprises, etc. On fait de l'arrosage agricole, de l'arrosage des stades. Voilà, c'est surtout ces usages-là qui sont les majoritaires. En fait. Vous voyez, il y a beaucoup d'exemples sur lesquels on pourra revenir dans les échanges qu'on va avoir avec vous. Mais est-ce qu'il y en a beaucoup en France, Frédéric, actuellement? Est-ce qu'il y a des projets? Parce qu'on parle de 1% ou moins d'1%. On est à 0,8 il y a quelques années. Et l'État dit qu'il faudrait tripler le pourcent. Le pourcent. Bon. Depuis, mais même en triplant, on arrive à 3%. 2023, oui. Depuis 2023, il y a eu la canicule 2022, rappelez-vous. Il y a eu des mesures fortes prises par le gouvernement avec le plan eau, avec les 53 mesures justement pour réduire la pression sur les ressources d'eau naturelle. Donc voilà, l'objectif, c'est de tripler d'ici, je ne sais plus quelle année, 2026. Vous avez trouvé multiplié par 10 ? Ah, 2030. Ouais, multiplié par 10, c'est 2030. 2030, c'est le plan. 10, mais le premier, c'était 2026, multiplié par 3. Ça restera toujours quand même relativement faible, mais on en parlera en conclusion. C'est pas énorme, parce qu'actuellement, on n'est même pas à 1%, quoi. Et on a des efforts à faire. Mais c'est cyclique, en fait, la rayoute, parce que c'est très lié à la sécheresse. Quand il n'y a pas d'eau, il faut absolument en trouver, parce que toutes les activités agricoles, mais même industrielles, on a beaucoup besoin d'eau naturelle, il faut en trouver. Donc la rayoute, elle est assez cyclique, elle dépend aussi de la météo.
Donc 2022, c'était très très prégnant. Il fallait absolument trouver des ressources parce que c'était très catastrophique. Mais par exemple, l'année dernière, j'ai comptabilisé les volumes Reyout qu'on produit chaque année. On a presque divisé par deux, mais on a beaucoup réduit parce que c'était une année très très pluvieuse. Donc voilà, c'est. Après, peut-être oui, comme. Ok, comme vous le oui, dites. une petite carte alors rapidement pour qu'on se donne une idée un peu de L'évolution de des l'évolution projets. et ce qui est en cours. Je ne sais pas comment on fait pour. Ah bon, alors là. Bon, Il faut aller là-bas, pendant je ce crois. temps-là, quand même, en Oui. attendant, et pour profiter du fait qu'on a Olivier Reynard sur la tribune, Olivier Reynard va se présenter, mais comme vous le savez, beaucoup d'entre vous, il est directeur de la délégation de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne sur Poitiers. C'est vrai que toutes ces eaux usées qu'on rejette dans le milieu récepteur, ça a un impact sur la qualité de l'eau. Mais ça apporte aussi un volume d'eau qui est peut-être pas négligeable dans certains cas. Quel est votre avis là-dessus? En attendant qu'on reviendra sur le... Alors, tout dépend de l'endroit où on se trouve. Dans les différents métiers que j'ai exercés, j'ai fait beaucoup de mesures sur des sorties de stations d'épuration. Et je me souviens avoir fait une mesure sur la station d'épuration de Perpignan dans les années 90, début des années 90. Et en période estivale, le rejet de la station faisait le débit du cours d'eau. Et oui. C'est pas le cas sur le Clin. Hein. Non, c'est pas le cas sur le Clin. On a cette chance-là. Donc, même en été. Il y a effectivement des endroits en France où il est particulièrement important d'épurer de façon correcte les rejets des stations d'épuration parce que les cours d'eau dans ces régions-là ne coulent que grâce à ces rejets en période estivale et lorsqu'on a un très fort étiage. Donc, une station d'épuration, oui, peut avoir des impacts en matière de pollution sur l'exutoire, c'est-à-dire l'endroit où le rejet s'effectue. Ceci dit, quand on a une rivière ou un cours d'eau en bon état écologique, c'est-à-dire... Bon état écologique, c'est une définition que, évidemment, Olivier pourrait donner, mais qui est un petit peu longue. Un bon état, on va dire. Pour vraiment résumer, c'est une rivière où il y a de l'eau, où il y a une vie intense et variée qui peut se développer, et cette eau, dans laquelle cette vie se développe, est exempte de produits toxiques. Et donc, une rivière qui est en bon état, elle peut continuer à épurer les rejets d'une station d'épuration. Donc, tout dépend, l'impact, tout dépend de l'endroit où on rejette et l'état dans lequel la rivière qui reçoit le rejet se trouve. Voilà. Okay. Donc, on a un peu abordé l'impact environnemental, là, on va y revenir. Donc, Frédéric. Je reviens. En fait, c'est très bien d'avoir parlé de ça. Tout dépend de l'état du milieu récepteur de la rivière. Par exemple, le cas que je présente, là, le cas de Moron, pourquoi on a fait de la Reyout? Parce qu'on avait un milieu récepteur dégradé. On avait en fait l'exutoire et cette rivière qui aboutissait à un lac, le lac Auduc en Bretagne. C'est le deuxième plus grand lac à usage de production d'eau potable et à usage récréatif. Il est eutrophe. Ça veut dire quoi, eutrophe? Ça veut dire qu'il est plein d'algues et de cyanobactéries. Et donc, c'est difficile d'avoir une bonne qualité d'eau. Et pour réduire l'impact de ce qu'on appelle les bassins versants, et notamment la rivière en amont qui alimente ce lac, et donc la rivière qui reçoit ce rejet de stations d'épuration, qui dégrade davantage la petite rivière, on a pensé, il y a quelques années, à faire de la Reyout. Et la réglementation préfectorale avait imposé que le débit, justement, passe de moins 30 à moins 50% le débit du rejet pour éviter de dégrader davantage le milieu récepteur. Donc, en fait, c'est vrai, comme l'a dit monsieur, c'est très variable selon l'état du milieu récepteur.
voilà, c'était une petite On parenthèse. revient peut-être aux On réalisations. revient là. aux Et puis, réalisations. les petits diagrammes, Bon, là, par c'était juste pour montrer où se localise la souris. D'accord. exemple. Tout à On peut l'heure. les montrer sur l'écran. Enfin, en fait, Je c'est vais faire le- levé. je vais faire le Non, spot. regarde. Je vais faire le spot. Alors, Voilà, Moron est là. Donc, c'était D'accord. juste la fin de la présentation. Mais c'est surtout pour montrer que Moron était positionné en 2017. Là, c'est l'évolution des panoramas pour visualiser l'évolution des projets Reyout. Un projet Reyout, il prend plusieurs années parce qu'il y a beaucoup de travaux, d'études à produire pour prouver le bien fondé de cet usage. Enfin, c'est panorama sur toute la France, ça. Pardon ? C'est toute la France métropolitaine, ça. Hein. Si. D'accord. C'est Ok. le CEREMA Oui, qui ok. a produit le Donc, premier 63. panorama de 2017. Et on est Et passé à ensuite, 104 en 2022. C'est ça. C'est que l'évolution entre les réalisations en fonctionnement, donc en 2017, on était à 63 en nombre de réalisations, et on est passé en 2000, et il y avait 29 études, donc en 2017, c'était déjà assez dynamique, hein, le nombre de réalisations, mais il y avait très peu d'études. Par contre, en 2022, il y a eu 104 réalisations. Il y a eu un gros boom entre 2017 et 2022. Et après, on a augmenté davantage les essais, les études, parce qu'il y a eu l'impact 2022 de la sécheresse 2022. Oui. Voilà, c'est pour montrer que ça monte, les projets et les réalisations montent, et que, ben voilà, en fait, il faut qu'il y ait des facteurs accélérateurs comme des sécheresses pour faire la promotion de cette pratique. Ok, merci Frédéric de nous avoir rappelé ces chiffres, mais ça reste quand même pas beaucoup. Donc, il y a probablement des difficultés. Alors, on verra peut-être des difficultés sanitaires, des difficultés environnementales. Il y a peut-être d'autres difficultés qui sont plus stratégiques, politiques, je ne sais pas. Je ne vais pas vous prendre la parole, Olivier, parce que vous n'avez pas parlé encore. Donc, Olivier, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire un petit peu ce que vous en pensez sur ces difficultés ? Donc, bonsoir. Donc, Olivier Chermeux, bureau d'études d'Egis. Je travaille donc pour les collectivités, pour les accompagner dans justement tous ces projets de réutilisation d'eau usée traitée. Alors, effectivement, par rapport au plan eau, l'objectif, j'avais noté... Alors, le plan haut, qui a été lancé en 2023. Oui, précisez, oui. Voilà, hein, donc par Emmanuel Macron. Et donc, l'objectif, c'était 1000 projets d'ici 2027. Donc, par rapport au graphique, je pense qu'on on aura du mal à atteindre cet objectif. C'est quand même un objectif très ambitieux. Ah oui, 1000 projets. 1000 projets, voilà. Donc à l'échelle nationale, sachant que les projets de Reyout sont plutôt situés sur les zones littorales, on en reparlera certainement tout à l'heure. On trouve d'ailleurs tous les projets existants sont plutôt sur la côte atlantique et puis le sud-est de la France. Voilà, on le voit de toute manière sur le panorama. Hein. Donc il y a beaucoup d'exemples actuellement sur la Vendée, sur la Charente-Maritime, sur les Landes, etc. Donc toute la côte atlantique. Et puis également C'est plus logique sur le sud-est. littoral aussi, Voilà, quand même. Voilà. Alors, dans l'accompagnement des collectivités, justement, pour mettre en place ce genre de projet, en fait, on est confronté à plusieurs difficultés. Alors, sur des projets, il peut y avoir des projets tout à fait simples, c'est-à-dire une collectivité est gestionnaire d'une station d'épuration et souhaite utiliser l'eau traitée de sa station d'épuration pour les usages de la station d'épuration, que ce soit pour le process ou que ce soit pour l'arrosage même des espaces verts de la station d'épuration. C'est du recyclage Donc, in situ. C'est de la Reyout, mais in situ. Là, c'est quand même assez simple. La collectivité peut décider assez facilement de mettre en place une solution de Reyout sur sa station d'épuration. Bien sûr, la quantité d'eau utilisée est très faible par rapport au rejet de la station d'épuration. Par contre, ça peut être mis en œuvre assez facilement, assez rapidement. Donc ça, je dirais que c'est le cas vraiment le plus simple. Après, vous avez des cas un peu plus complexes où toujours une collectivité a une station d'épuration et souhaite utiliser l'eau usée traitée pour d'autres usages.
en particulier, par exemple, l'arrosage d'espaces verts, mais dans la ville et non plus sur la station d'épuration. Utiliser l'eau usée traitée pour arroser des terrains de sport, terrains de football, de rugby, etc. Et là, du coup, en général, ces usages-là ne sont pas au même endroit que la station d'épuration. Donc, l'eau usée traitée, il va déjà falloir la traiter, hein, la mettre aux normes, pour, justement par rapport aux problèmes bactériologiques en particulier, et puis transporter cette eau jusqu'au point d'usage. Donc là, il y a forcément des pompages, des conduites à prévoir, donc des tracés à définir pour arriver jusqu'au point d'utilisation. Donc si c'est une collectivité qui est porteuse de l'ensemble de l'opération, c'est plus facile, parce qu'il n'y a qu'un seul maître d'ouvrage qui peut décider ou non, après une étude de faisabilité, d'enclencher cette opération, d'enclencher les travaux. Et est-ce là qui est la difficulté la plus importante d'ailleurs? Souvent, quand on a des projets trop éloignés, il y a des réseaux de transport d'eau trop importants et il y a un coût qui fait que la collectivité hésite, voire... Et parfois du stockage, non? Alors, il peut y avoir aussi du stockage, puisque la station d'épuration, elle, va produire de l'eau en continu toute l'année. Et puis l'usage derrière, en particulier d'arrosage, c'est plutôt la période avril à octobre. Donc on n'est pas sur la même période. Et donc des fois, on est obligé aussi de prévoir des stockages pour en fait irriguer au bon moment. Donc là, c'est le cas, je dirais, intermédiaire, assez simple, qui est un peu plus compliqué que le premier, mais qui peut être mis en œuvre quand même par des collectivités. Et puis, il y a le troisième cas plus compliqué qu'on rencontre régulièrement maintenant, c'est des multi-usages, c'est-à-dire une collectivité a une station d'épuration et il y a différents acteurs qui voudraient utiliser cette eau usée traitée. Donc on va retrouver l'usage agricole avec des irrigants divers et variés. Ça peut être des céréaliers, ça peut être des maraîchers. On peut retrouver vraiment beaucoup de types d'usages agricoles. On peut après avoir d'autres usages, toujours des usages urbains pour arroser donc des espaces verts et puis des terrains de sport, loisirs. Oui. De loisirs. Donc on va avoir une multitude d'acteurs. On peut avoir aussi bien sûr des golfs privés qui peuvent aussi être demandeurs d'arrosage. Et donc là, en fait, la difficulté, ça va être de réunir tous ces acteurs et de pouvoir en fait les mobiliser, mettre tout le monde autour d'une table et de pouvoir en fait avoir un projet commun, que ce soit donc depuis le producteur de la station d'épuration, donc le producteur d'eau usée traitée, qui lui en fait n'est pas forcément demandeur des usages en aval, qui a une station d'épuration et qui va rejeter l'eau usée traitée dans le milieu naturel. D'autres acteurs voudront prendre cette eau pour faire d'autres usages, donc de l'arrosage ou de l'irrigation. Et donc c'est mobiliser tous ces acteurs autour d'une table pour savoir comment faire ce projet. Et donc plus il y a d'acteurs, forcément plus c'est compliqué. Voilà. Alors, donc les collectivités, Antoine, tu as la parole, les collectivités font le choix, doivent faire le choix, et puis ensuite doivent trouver suffisamment d'accords, pas seulement au niveau de l'ensemble des élus, mais aussi de la population, voilà, pour se lancer dans un tel projet. Alors, on va peut-être faire une petite parenthèse, puisqu'on a quelqu'un de Poitiers, du Grand Poitiers, pour demander à Antoine Gauthier, est-ce qu'à Poitiers, il y a un projet de ce type-là? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Alors, qu'est-ce qu'il en est à Grand Poitiers? Alors, pour la situation sur la réutilisation des eaux usées à Grand Poitiers, je vais développer un exemple là sur la diapositive qui va, merci beaucoup, qui va s'afficher tout de suite. Avant peut-être de zoomer sur cet exemple, on peut peut-être décrire la situation des études qu'on a réalisées sur le territoire. Donc,
ce qu'il faut considérer, c'est plusieurs points par rapport à toutes les problématiques qu'on a évoquées. Vous l'avez entendu tout à l'heure, il y a d'abord eu la question du cours d'eau. Est-ce qu'il est de bonne qualité ou pas? Et est-ce qu'il a besoin ou pas du rejet de la station d'épuration pour avoir suffisamment d'eau en été? Donc ça a été un des premiers éléments d'analyse dans les réflexions qu'il y a eu à Grand Poitiers. Pardon Antoine, mais je vous coupe, pardon. On dit souvent pour l'eau de la Seine, si on n'avait pas les rejets des stations d'épuration, le débit de la Seine baisserait de moitié, voire plus. Bon, j'ai pas regardé ça moi-même, mais c'est ce qu'on entend souvent dire. Donc voilà. Pardon. Non, c'est tout à fait. C'est important, je pense, d'aller poser un ordre de grandeur. C'est tout à fait ça. Pour les rejets principaux de l'agglomération de Poitiers, ils se situent au niveau de la station d'épuration qui est située tout près de la RN 147, qui est située à La Folie, juste en dessous de la zone de la République. C'est là que se produisent à peu près 60% des rejets d'eau usée sur les 13 communes de Grand Poitiers, sur 13 communes historiques de Grand Poitiers, l'ancienne communauté d'agglomération. Donc 60% des eaux usées sont rejetées ici. Et par rapport à ce qu'évoquait M. Le Gube, le rejet de la station d'épuration en ce point-là, par rapport au débit du Clin, au maximum en été, il va représenter à peu près 5% du débit du Clin, à peu près. Donc en fait, il y a, je dirais... Duquel débit Début moyen annuel Non, de l'été. Pardon. Ou début d'étiage. Non, excusez-moi. Non, à l'étiage, à peu près. Ouais, tout à fait, à l'étiage. Donc c'est-à-dire au moment où le Clin est le plus en sécheresse, connaît la sécheresse la plus importante en termes de situation durant l'année, eh ben, l'eau que rejette la station d'épuration, la principale station d'épuration de Poitiers, ne va représenter que 5-10% grand maximum à peu près. Je coupe encore, ça fait quel débit Ça fait quel débit? Eh ben, on est à peu près à 15 000 m3 jour pour la station d'épuration. Et encore, donc, en mètres cubes seconde, ça fait combien? Alors, il faut diviser par... on est, il faut diviser par 24. Voilà, le Clin est à peu près en été, vraiment dans un étiage très sévère. Le Clin va être à 2-3 mètres cubes seconde. Oui, sauf qu'on prévoit en 2050 un débit de l'ordre de 0,6 mètres cubes seconde. Oui, et donc effectivement, si on se projette... C'est pour ça que je vous posais la question. Tout à fait. En fait, par rapport à la projection, parce que là, ce que j'indiquais, c'était à l'instant T. Monsieur Le Gube éclaire le débat en disant oui, mais demain, ce cours d'eau-là aura moins de débit. Donc, on aura peut-être un peu plus besoin du rejet de la station d'épuration pour maintenir ce bon état écologique qu'on évoquait avant, c'est-à-dire avoir de l'eau. Et donc, du coup, effectivement, là, on sent tout de suite que cette station principale, qui à l'heure actuelle, en quelque sorte, si on en prélevait un petit peu pour la réutiliser et que cette eau-là ne revenait pas dans la rivière, on sent qu'à l'heure actuelle, ça n'exercerait pas une pression hydrique très importante sur ce cours d'eau. Mais dans une perspective future, il n'est pas exclu que cette évaluation-là soit démentie. Donc c'est là où il faut regarder les choses avec beaucoup de précaution, surtout qu'on va le voir après, les projets de réutilisation sont parfois très coûteux. Donc si on investit à ces hauteurs-là dans du patrimoine public, il est vraiment important qu'il y ait une rentabilité économique et environnementale aussi. Donc voilà. Et ce qui est vrai pour le point principal de rejet de la station d'épuration de Poitiers ne va pas l'être sur des plus petits cours d'eau. Toutes les eaux usées des 13 communes de Poitiers et de la communauté d'agglomération n'arrivent pas à cet endroit-là. Il y a des plus petites stations d'épuration à différents endroits du territoire et qui parfois rejettent dans des cours d'eau avec moins de débit. Donc là, en revanche, sur la Boivre, par exemple. Voilà, la Boivre, tout à fait. Voilà. La Meneuse, il me semble aussi. On a différents cours d'eau qui, eux, ont un débit bien sûr plus petit. Et à certains endroits, le rejet de la station d'épuration, lui, là, va présenter un vrai potentiel d'apport d'eau en été pour le cours d'eau. Donc, dans ces situations très locales-là, on sent tout de suite l'impact potentiel de la réutilisation pour le milieu naturel. Donc, ce que je vous présente comme panorama à l'échelle de Grand Poitiers aujourd'hui, ce que je voulais vous indiquer, c'est qu'on a eu ce premier critère de lecture environnementale à l'échelle du territoire pour commencer à envisager la réutilisation. C'est est-ce qu'il va y avoir un impact sur le milieu naturel? Ça, c'était le premier élément de l'analyse et de l'approche. L'autre élément que je veux indiquer aussi tout de suite, c'est que tout ce qu'on va évoquer là à l'échelle de Grand Poitiers, ce ne sont que des premiers éléments d'étude. Ce n'est pas à force d'étudier, de regarder, avec les évolutions technologiques aussi,
il n'est pas exclu que demain, il y ait des projets qui se développent sur le territoire. Là, on proposait de développer un exemple d'étude qui ne vaut pas généralité, absolument pas. On est sur une station d'épuration de taille moyenne qui rejette dans le Clin, c'est celle de Chasseneuil. En fait, parce qu'on a identifié, on a parlé du cours d'eau, on a parlé de est-ce que la station d'épuration a un enjeu pour le cours d'eau. L'autre élément qu'il faut bien sûr considérer, c'est est-ce qu'il y a un besoin? Est-ce que si je fais l'effort de réutiliser l'eau usée et donc d'aller traiter les micro-organismes qu'on a évoqués tout à l'heure, qui à l'heure actuelle dans une station classique ne sont pas traités, ça veut dire que je vais aller ajouter de nouvelles techniques de traitement, donc investir dans des ouvrages coûteux à financer, à construire, et coûteux à faire fonctionner après. Parce que quand on parle de désinfection, il y a un coût de fonctionnement de ces ouvrages-là. Parce qu'à l'heure actuelle, la réglementation, je vais commencer à glisser là-dessus, puis je laisserai Bernard redistribuer la parole. Mais je n'ai pas voulu commencer par ça, parce que c'est toujours un peu rébarbatif. Donc voilà, alors j'en dis juste un tout petit mot d'une manière appliquée. Là, en fait, à l'heure actuelle, la réutilisation, et Madame Nakache l'a évoqué, la réutilisation à l'heure actuelle en France est très encadrée pour tous les sujets sanitaires en France, et c'est important à garder en tête, est encadrée par une réglementation qui demande de désinfecter beaucoup les eaux usées pour d'aller très loin dans la désinfection des eaux usées et pour un très grand nombre d'usages. Donc très concrètement, si les eaux usées qu'on veut réutiliser d'une station d'épuration pour des usages d'arrosage d'espaces verts, de nettoiement de voiries, voire même d'hydrocurage des réseaux d'assainissement, c'est-à-dire si je traite mon eau usée, je la désinfecte, je vais être obligé de la désinfecter pour la utiliser derrière pour laver un réseau d'assainissement. Donc, si la question c'est est-ce que j'ai des besoins près de mes stations d'épuration, et si oui, jusqu'où je vais devoir aller en traitement additionnel sur ma station d'épuration. On a là un exemple d'une station d'épuration qui est plutôt pas trop mal placée. Elle est relativement proche d'usages communaux. Donc on pourrait imaginer que son rejet et les traitements en vue de sa réutilisation puissent contribuer à l'arrosage d'espaces verts, par exemple. Les arrosages d'espaces verts de cette commune, on les estime à peu près à 1000 m3 par an. Donc nous, on a commencé à se dire, OK, si je voulais essayer de détourner ces 1000 m3 par an du rejet qui, à l'heure actuelle, va à la rivière, et d'ajouter un type de traitement, déjà, le traitement, ça serait quoi? Donc, on a imaginé une technique de désinfection qui s'appelle le rayonnement ultraviolet. Le rayonnement ultraviolet, on l'a évoqué tout à l'heure avec Madame Nakache, il peut être naturel. L'action du soleil va aller tuer les micro-organismes, donc les micro-organismes pathogènes, puis on peut aussi le mettre en œuvre nous-mêmes avec des technologies de désinfection par rayonnement ultraviolet. C'est les principes qui sont illustrés là. On fait passer les eaux usées, et elles se trouvent débarrassées d'une grande partie. Vous le voyez là-haut dans la petite figure. C'est les lampes bleues que vous voyez, en fait, qui sont traduites dans une canalisation. Les eaux passent dans cette canalisation, et en fait, tous les micro-organismes vont recevoir un rayonnement ultraviolet sur une longueur d'onde bien précise qui va les empêcher de se multiplier derrière. Et donc, du coup, ça... Donc Antoine, voilà, sur Poitiers, ouais. Donc sur le Grand Poitiers, il y aura quelques petites réalisations comme ça. Alors, pour l'instant, on les regarde uniquement à l'étape de premier projet. Et si on vient, et on est vraiment à l'étape de projet, et surtout, on n'a pour l'instant pas trouvé l'endroit où on rencontre la rentabilité environnementale, le besoin important et la rentabilité économique. Juste quelques chiffres sur ce petit projet-là. Si on voulait essayer d'aller demain arroser les espaces verts avec un projet de réutilisation qui mettrait en œuvre la technologie qu'on vient d'évoquer, on serait à peu près à un coût du mètre cube d'eau réutilisée intéressant. À hauteur à peu près de 8 euros. On est sur quelque chose de... 8 euros le mètre cube? À peu près. Mais sur vraiment une toute première approche. Je pense qu'avec des études plus poussées, on pourrait tout à fait optimiser ce coût. Mais ce qu'il faut regarder d'un point de vue strictement financier, il y a tout un tas d'autres considérations, pas s'arrêter qu'au financier bien sûr, mais d'un point de vue financier, il faut se dire qu'à l'heure actuelle, même si pour l'arrosage de ces espaces verts-là, on utilisait de l'eau potable, d'un point de vue strictement financier, l'eau potable, le mètre cube est à 3,80 €. Donc vous voyez un petit peu d'où on part en termes de coût du mètre cube réutilisé. Donc on va revenir sur cet aspect économique. OK, donc merci pour cette précision sur Poitiers. Probablement des questions tout à l'heure dans le débat que nous allons avoir. Vous avez fait, Antoine, référence à une réglementation
Donc on n'a personne ici de l'Agence régionale de la santé pour parler de cette réglementation. C'est un peu dommage, mais voilà, on a essayé de les avoir. Par contre, peut-être que Frédéric peut dire un mot, parce que je sais qu'elle a présenté une diapositive là-dessus, sur cette réglementation, parce qu'elle évolue, cette réglementation. Elle n'est pas encore complètement figée en France, parce qu'en fait, ça dépend de l'usage que vous voulez faire de cette eau. Il est évident que si vous voulez transformer cette eau en eau potable, c'est pas demain la veille qu'on va le faire en France, mais on peut l'envisager. Ça ne sera pas la même réglementation que si on veut utiliser cette eau pour laver la rue, pour laver un trottoir ou pour arroser un espace vert, quoique. Donc, est-ce que alors, bon, donc, peut-être qu'en attendant, je vais me replier sur Olivier Renard. À chaque fois qu'on a un problème, on appelle Olivier. On a parlé un peu de moyens, on a parlé un peu d'aide, on va revenir sur les... on va revenir sur les moyens peut-être plus tard, mais après tout, on peut en parler tout de suite. Les agences de l'eau. Oui. Parce que Olivier, vous êtes là pour représenter l'agence de l'eau Loire-Bretagne, Oui, mais vous fait, connaissez aussi le paysage français des agences de l'eau. On peut-être un message quand même aussi de ce côté-là, dans le sens, il faut qu'on pousse à aider les communes, les collectivités à faire un peu de réutilisation ou un peu plus de réutilisation. Oui. En fait, il y a 6 agences de l'eau en France. L'agence de l'eau Loire-Bretagne, alors je vais faire un petit peu de gesticulation. Vous imaginez le Mont-Saint-Michel ici. On va suivre l'ensemble des côtiers bretons. D'accord. On va redescendre sur le Morbihan, la Loire-Atlantique. On suit la Vendée et on arrive jusqu'à Châtelaillon. D'accord. De Châtelaillon, on va remonter vers Aubusson, puis ensuite redescendre vers le Mont-Gerbier-des-Joncs. Ensuite, la Loire. Là. On remonte vers Nevers, Orléans, et de là, on va regagner le Mont-Saint-Michel. Ça, c'est la limite du bassin Loire-Bretagne. Chaque goutte d'eau Dans lequel nous tombe sommes, Poitiers. sur cette surface rejoint la Loire, rejoint l'ensemble des rivières vendéennes et les côtiers charentais, rejoint aussi l'ensemble des rivières bretonnes. Voilà. Et il y a 6 agences de l'eau qui, chacune, s'occupent d'un bassin versant Artois-Picardie, Seine-Normandie, etc. Chacune de ces agences est en train d'entamer en 2025 son 12e programme. Et chacune des agences, dans son programme d'aide, et je referai une petite parenthèse ensuite, a un volet réutilisation des eaux. Mais avant tout, avant de réutiliser les eaux, l'idée, c'est vraiment d'être le plus sobre possible, c'est-à-dire de travailler sur les économies d'eau pour les différents types d'usages. Quand on a moins besoin d'eau pour les usages au quotidien, eh bien on est moins dépendant de la ressource en période de crise. Et lorsque cette ressource redevient disponible, on peut très vite retrouver une activité normale. Donc c'est d'abord la sobriété qui est à mettre en avant. Et là aussi, chaque agence a des programmes importants d'économie d'eau, de sobriété, etc. On reviendra en conclusion là-dessus, justement, sur ce point-là, et sur la comparaison des différentes modes d'adaptation au dérèglement climatique par rapport à la disponibilité de la ressource, en comparant la réutilisation des eaux usées, peut-être ce qu'elle sera dans quelques temps, par rapport à d'autres solutions bien plus intéressantes, en termes de volume gagné, en termes de gains, donc comme l'économie d'eau, mais les solutions fondées sur la nature aussi et d'autres. Revenons à notre réglementation. Je suis désolé, mais j'essaie de faire un peu d'animation dynamique, on va dire, en fonction de la technique. Alors, c'est complètement illisible. Je sais que vous n'allez rien voir. Mais bon, c'est un tableau qui est vraiment pratique parce que ça fait vraiment une synthèse. Et quand on est intéressé par le sujet, on a tout sous les yeux. Mais c'est juste se rappeler juste que la réglementation, comme l'a dit Bernard, elle a évolué, et notamment depuis 2023. Et elle n'a pas encore cessé d'évoluer. Il y a encore des projets qui sont encore en gestation, et notamment pour des eaux en industrie agroalimentaire, des eaux impropres
à la consommation humaine pour des usages domestiques. Et puis même aussi, on a parlé de propreté urbaine. Voilà, tout ça, ce sont les évolutions pour des usages particuliers. Mais sur les deux usages principaux dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire irrigation agricole et espace vert, D'accord. EV et culture, vous avez dans ce pavé-là, à droite, 4 qualités d'eau, A, B, C, D. Plus on va dans la qualité A, plus les exigences sont très fortes. Sont importantes, d'accord. Vous avez en fait l'arrêté du 2 août 2010, parce que la réglementation, la première en France, ça date de 2010. Je vous ai parlé tout à l'heure des années 80 où on faisait déjà de la REUT. Mais en fait, il n'y avait pas de réglementation nationale. Mais au cas par cas, si on pouvait prouver un besoin, comme sur les îles, je vous ai dit qu'il n'y avait pas d'eau sur les îles, c'était très compliqué d'avoir des ressources sur une île. Faire venir de l'eau du continent, ça coûte très très cher. Donc la REUT, c'était quelque chose d'évident. Donc dès les années 80, au cas par cas, on propose à l'agence régionale de santé, c'était pas l'ARS à l'époque, c'était la... Ça fait non. Non, la DAS. La DAS, bien sûr. Bah oui. Voilà. Et Merci. c'était la police de l'eau. Maintenant, on appelle la DDT, Direction départementale des territoires. TM avec les territoires maritimes, notamment sur le littoral. Donc, on faisait une présentation de dossier et puis, quand on démontrait la faisabilité et puis l'intérêt de la pratique, bien sûr, on avait des exigences. On s'inspirait quand même, heureusement, de ce qui se faisait dans le monde. Et l'OMS a été très, très fournisseuse de solutions et de propositions de recommandations et de qualité d'eau. Donc, bien sûr, on s'inspirait tous dans le monde des recommandations de l'OMS. OMS, c'est Organisation mondiale de la santé. C'est l'organisme qui est capable le plus d'évaluer un peu les risques sanitaires, et notamment liés à l'eau, mais pas que. Mais en tout cas, on avait ces bases de recommandations qui ont permis, à un moment donné, en 2010, de proposer cette réglementation nationale. D'accord. Et elle a été révisée une première fois en 2014, et la deuxième fois qu'elle a été révisée, c'est en décembre 2023. 2023. On a mis 10 ans. Donc c'est très, très récent. 2010 ans. 2023. Mais c'est pas fini complètement. Et c'est pas terminé. Oui, c'est pas terminé. Oui. Pour l'irrigation agricole, et c'est encore en train de bouger un peu avec les usages urbains. On va pas s'étaler, mais voilà, normalement c'est figé, mais ça évolue encore un peu. Mais en tout cas, cette première réglementation de 2010, elle était normalement exigeante. Il fallait en fait avoir une qualité. Exemple de ces petits paramètres, là, de tous ces paramètres. Et quand vous voyez, ça, ce sont des paramètres physico-chimiques. Non, il ne voit pas, mais il vaut mieux que tu le dises. En tout cas, faites-moi confiance. Il y a 4 paramètres physico-chimiques. Tout à l'heure, on a parlé de la pollution organique et les déchets. Donc, c'est représenté par ces 4 paramètres-là. D'accord. Et puis, toute la microbio, c'est tous ces paramètres. E. coli, entérocoque, coliphage, spores de Clostridium, Edelminthe, Légionnelle. Et c'est ça qui va caractériser l'absence de risque sanitaire. Et c'est ça que l'ARS et l'ANSES, au préalable, a proposé comme réglementation avec des valeurs seuil. Donc entre 2010 et 2023, ça a évolué vers des valeurs encore plus rigoureuses, encore plus sévères. Sachant qu'il n'y a pas encore l'eau potable ici. Non. Alors, vous voyez bien, vous comprenez que plus la réglementation est sévère, plus le traitement de l'eau avant sa réutilisation va être poussé. Donc tout ça, évidemment, et j'en arrive à un autre volet du débat de ce soir, ça va coûter. On a déjà évoqué 8 € le mètre cube ou 6 € le mètre cube. Non, 8. Vous avez dit 8. Ça me semble beaucoup. Alors, Olivier, là, on a un bureau d'études sous la main, alors il faut en profiter. Ça va vraiment coûter cher, ça dépend des cas, peut-être, probablement. Oui, voilà. En fait, selon la complexité des cas, ça risque de coûter, ça peut coûter très peu cher s'il y a peu de solutions à mettre en œuvre.
On peut prendre par exemple l'exemple, on a pris tout à l'heure du lagunage par exemple à Noirmoutier, où l'installation existe déjà et c'est un traitement simple où en termes de coût de fonctionnement, c'est les UV du soleil qui font la désinfection de l'effluent. Donc on est sur un coût relativement simple, relativement faible. Par contre, après, si on est sur des solutions plus compliquées, forcément le coût va augmenter. Pareil, s'il y a des transports d'eau beaucoup plus importants, des stockages d'eau aussi à prévoir, ça va augmenter le coût au mètre cube. Donc il y a le coût d'investissement au départ de l'installation à créer, et puis le coût de fonctionnement que l'on paye tous les ans. Donc c'est des réactifs, c'est de l'électricité, c'est de la main-d'œuvre, c'est du renouvellement de matériel qui font partie du prix du coût au mètre cube de l'eau usée, de l'eau traitée. Je m'adresse en même temps à Antoine, tout compte fait. On m'a toujours dit à l'époque où je finissais mes études, mais peut-être un peu après quand même, parce que ça fait pas mal de temps. Dans les STEP, dans les stations d'épuration, vous avez du traitement primaire, vous avez du traitement secondaire. Et pour faire de la réutilisation, il faut du traitement tertiaire. Peut-être qu'on va nous imposer aussi du traitement quaternaire. Alors, et on m'a toujours dit, le fait de mettre un traitement tertiaire et quaternaire, ça coûte aussi cher, voire plus cher que tout ce qu'on a mis avant pour enlever le gros de la pollution. Alors, la réglementation, en plus, est en train d'évoluer. Une réglementation européenne, ce qu'on appelle la DRU numéro 2, qui est sortie... DRU, ça veut dire Directive européenne voilà, sur les eaux résiduaires urbaines. Qui va imposer en fait des traitements complémentaires pour les stations d'épuration d'une certaine capacité, en particulier les stations au-dessus de 150 000 habitants. Donc ça va être vraiment à mettre en œuvre assez rapidement. Et donc en fait, ces stations-là vont déjà être équipées avec des traitements très sophistiqués. Et donc après, faire de l'eau usée traitée, réutiliser cette eau usée traitée, coûtera forcément moins cher aux utilisateurs en aval. Donc ça, c'est aussi un point, je dirais, à la limite positif. Comment ça, je ne comprends pas? C'est-à-dire qu'en fait, la station d'épuration sera déjà capable de traiter, d'être aux normes par rapport au niveau A, B ou C. On n'aura pas à traiter si on veut faire de l'eau potable à partir de l'eau de rivière, c'est ça? Non, ce qu'on fera de l'eau usée traitée, mais qui respectera la réglementation pour sa réutilisation. D'accord. C'est-à-dire que la station d'épuration, avec son rejet dans le milieu naturel, aura déjà un niveau de rejet suffisant pour pouvoir réutiliser cette eau. Donc ça permettra de diminuer le coût d'investissement, puisque la station d'épuration sera déjà équipée. Donc l'intérêt, effectivement... Oui, je comprends, oui. Ça aurait été mis avant, mais c'est une obligation pour la collectivité ou l'industriel d'avoir ce traitement-là par rapport à une réglementation. Oui, parce que ce que n'a pas dit Olivier, il en a parlé rapidement, la nouvelle directive sur les eaux résiduaires urbaines, qui a été votée au Parlement européen en novembre 2024, va imposer des traitements supplémentaires des eaux usées pour 2035-2037, je crois, au plus tard. Mais on n'attendra pas 2035 pour le faire en 2037, je suppose. Donc ça va déjà permettre peut-être de diminuer le coût de la réutilisation des eaux usées. Exactement, parce que le traitement sera fait, puisqu'il sera déjà inclus dans la station d'épuration qui aura l'obligation de faire ce traitement. Par contre, après, il y aura tout le transport de l'eau jusqu'à l'utilisateur. Alors, les projets qui vont pouvoir se développer à grande échelle, c'est les stations, enfin les usages qui sont les plus proches possibles de la station d'épuration pour limiter le coût du transfert. Donc ça, c'est un point sur les projets qui seront viables économiquement. Il y a cet aspect-là. Il y a également des utilisateurs qui, si ces utilisateurs ont une eau, ont besoin d'une eau avec assez peu de contraintes, pareil, ça va réduire le coût. L'exemple de Noirmoutier, où c'est juste des lagunages, oui, bien sûr. Ça réduit le coût de l'eau usée traitée. Oui, évidemment. Voilà. Et également, d'avoir aussi des stations d'épuration suffisamment importantes et des projets suffisamment importants pour en fait avoir une économie d'échelle et réduire également le coût. Voilà. D'accord. D'ailleurs, oui. Et juste pour terminer, un exemple.
j'ai un exemple dans les Landes qui devrait voir le jour, où une collectivité fait une nouvelle station d'épuration avec l'obligation de faire un rejet très loin, d'avoir un rejet avec une conduite de 20 km jusque l'Adour. Donc là, c'est une obligation pour la collectivité parce qu'elle n'a pas d'autre exutoire, elle ne peut pas infiltrer, elle ne peut pas rejeter dans la mer. Donc elle est obligée d'aller jusque l'Adour. Il y a 20 km de rejet à prévoir, de conduite. Et donc ils vont profiter de cette conduite sur 20 km pour demander aux agriculteurs sur le passage de cette conduite quels sont leurs usages, quels sont leurs besoins et pouvoir alimenter les agriculteurs au passage. Donc c'est pour l'instant des pistes de réflexion, mais c'est un projet qui peut voir le jour. Voilà. C'est une utilisation qui profite de l'équipement qui existe déjà. Qui sera à mettre en place. Voilà. OK. Donc, oui, Antoine, quand même, aujourd'hui, le coût de l'assainissement pour un pot de vin, et il y en a dans la salle, c'est à peu près 50% du mètre cube, non ? Exactement. Exactement. C'est à peu et donc, près... la mise en place de la DRU, on sort un peu de la réutilisation des eaux usées, mais pas totalement. Vous avez fait une estimation globalement pour savoir combien ça allait coûter en plus ? Alors, on n'a pas encore l'impact financier total de la nouvelle directive qu'on évoquait sur les eaux résiduaires urbaines, qui va du coup, vous l'avez bien compris, je pense, nous demander beaucoup de travaux de modernisation des usines de traitement, mais aussi des réseaux d'assainissement. Parce qu'en fait, cette directive, elle va demander demain à ce qu'on rejette moins d'eau usée aussi, et notamment lorsqu'on a des périodes de pluie intense, certains réseaux d'eau usée, parfois, saturent et déversent à la rivière. De l'eau généralement peu chargée, mais on va nous demander demain de gérer tous ces rejets-là. Donc la directive eaux résiduaires urbaines votée à l'échelle européenne, elle va avoir un impact assez important donc, sur les stations de traitement, les stations d'épuration. Comme l'a expliqué M. Chermeux, on va aller plus loin dans le traitement des eaux usées avant leur rejet à la rivière. Mais cette même directive va aussi avoir un coût sur les réseaux, sur les tuyaux, pour mieux contenir les eaux, quels que soient les événements météo, intenses ou pas. Donc ça va être probablement tout aussi lourd, je pense, sur les réseaux que sur les stations. Ça, c'est les impacts. Et donc, on n'a pas, pour répondre à la question de M. Le Gube, on n'a pas encore de chiffrage précis, mais ça va être très significatif, c'est certain. À l'échelle de la station d'épuration principale de Poitiers, on imagine au regard de la directive européenne que rien que sur ce site de traitement, on estime un coût d'investissement nécessaire de 30 à 40 millions d'euros pour mettre cette station d'épuration aux normes vis-à-vis de cette nouvelle directive européenne. Qui doit bien évidemment être amortie par les... Et qui sera amortie par la facture d'assainissement. C'est effectivement. Toutefois, cette nouvelle directive européenne introduit en fait un nouveau mécanisme de financement dont la plupart des services d'eau attendent beaucoup. C'est ce qu'on va appeler la responsabilité pollueur-payeur. C'est-à-dire que demain, cette nouvelle directive européenne, elle va demander à traiter de nouvelles substances qui, à l'heure actuelle, ne sont pas forcément traitées de manière très poussée dans les eaux usées. C'est tout ce qu'on appelle micropolluants. Médicaments, pesticides, cosmétiques, voilà. Etc. Exactement. Donc, cette nouvelle directive, elle introduit le principe que les industriels qui auront mis, ou en tout cas les producteurs de molécules, qui auront mis sur le marché ces molécules qui se retrouvent dans les eaux usées et qui doivent ensuite être éliminées dans la station d'épuration, elle prévoit qu'il y ait un financement de la part des industriels, des commercialisateurs de ces molécules. Tout reste à préciser concernant ce mécanisme, et je ne vais pas trop le développer ce n'est pas le sujet de ce soir, mais peut-être qu'il y aura une partie de financement, on espère, par ce mécanisme-là. Alors, on s'est écarté un petit peu de la réutilisation des eaux usées. Je vais vous donner la parole juste après. On arrive à la conclusion de notre débat entre nous. Puis après, il y a le débat avec vous. En conclusion, peut-être, Olivier, moi, je prendrais peut-être aussi un petit peu la parole pour ce que je connais sur le bassin d'Aure-Garonne. Alors, je ne vais pas délimiter le bassin d'Aure-Garonne, mais c'est la Garonne, quoi. La Dour, la Garonne et la Charente, quand même. Pour revenir à l'introduction que je donnais tout à l'heure, c'est-à-dire la disponibilité des ressources en eau, on en est sûr qu'il va diminuer, qu'il a déjà diminué, qu'il va diminuer. Dans les différentes solutions d'adaptation,
qui sont proposées par les agences. Il y a un petit peu la réutilisation des eaux usées. Vous avez bien remarqué quand même que c'était probablement pas non plus la priorité des priorités, mais quand même. Mais quels sont, en termes d'échelle, qu'est-ce que la réutilisation des eaux usées est comparable à ce qu'on parlait d'économie d'eau tout à l'heure, on peut parler de stockage d'eau, de nouvelles retenues, etc. On peut parler aussi de solutions fondées sur la nature. Donc, j'aimerais avoir votre avis, Olivier Reynard, sur ce sujet. Alors, je vous ai indiqué tout à l'heure que la première priorité, c'est effectivement la sobriété. On a aujourd'hui, on comptait dans les années 2000 qu'un habitant en moyenne consommait 150 litres d'eau par jour. Eau-de-Vienne, par exemple, a fait remonter un chiffre assez récemment. Dans le département de la Vienne, on est plutôt plus proche des 100 litres par jour que des 150 litres. Bon. Ça veut dire qu'il y a quand même une démarche un peu de longue haleine vers les économies d'eau. Et on a encore des marges de progrès possibles. Donc, autant faire aujourd'hui ce qui est facile à faire et ce qui est le moins onéreux. Et la première démarche, c'est vraiment d'économiser l'eau. Ensuite, il y a une deuxième démarche, et vous parliez de solutions fondées sur la nature, c'est d'utiliser des éponges naturelles. Les zones humides, les prairies humides, les tourbières sont vraiment des éponges naturelles qui absorbent l'eau en excès, et on en parlera tout à l'heure avec les inondations, et qui rediffusent, relarguent cette eau tout doucement en période d'étiage et soutiennent les cours d'eau. Et nos sols agricoles ont perdu une partie de cette capacité d'éponge naturelle. Donc, favoriser une agriculture qui redonne de la vie au sol, de la matière organique dans le sol, des sols couverts toute l'année, c'est-à-dire avec des plantes qui poussent sur les champs toute l'année, favorise énormément l'infiltration douce de l'eau dans les sols. Et ça aussi, c'est un enjeu. Ça, c'est le côté rural, mais il y a aussi l'urbain. Et l'urbain, l'eau pluviale qui aujourd'hui est évacuée dans des réseaux d'assainissement, qui parfois se charge également en polluant, notamment dans des centres-villes anciens où on n'a qu'un seul tuyau qui véhicule les eaux usées et les eaux pluviales. Eh bien, si on arrive à gérer ces eaux pluviales à la parcelle, à les infiltrer, à l'infiltrer doucement, en mettant des terre-pleins végétalisés à certains endroits, en déviant ces eaux vers des espaces verts. Il y a beaucoup de travaux qui se font actuellement sur Poitiers et qui relèvent de cet esprit. Eh bien, c'est autant d'eau qu'on infiltre dans le sol et qui ne va pas les polluer à travers les réseaux, les rivières. Donc, on a des techniques aussi qui consistent à repenser, vraiment repenser la façon avec laquelle on gère l'eau dans la ville. Et ces techniques-là, elles sont à bénéfices multiples. Quand on remet des espaces verts en ville avec des arbres, on va recréer un peu de fraîcheur, peut-être en période estivale, et les quelques degrés qu'on gagnera nous seront bien précieux en période de canicule. Derrière, ce sera de la vie, ou en tout cas un habitat pour toute une chaîne de vie qui peut se mettre en place, de l'insecte à l'oiseau. Et donc, on recrée aussi des îlots de biodiversité. 1 euro investi, beaucoup en fait, derrière, de gains et de bénéfices pour de nombreux usages, en tout cas pour de nombreuses choses. Et puis, à 19h, là, il y a une manif à Pont-Joubert sur les stockages d'eau. La philosophie de l'agence, qui est un financeur, grâce à des redevances qui sont prélevées sur les différents usages de l'eau, soit qui en prélèvent, soit qui polluent, on redistribue sous forme de subventions à des projets qui vont permettre d'améliorer une station d'épuration, de recréer une rivière vivante, de renaturer une zone humide
ou d'économiser de l'eau chez un industriel. Et donc le stockage agricole de l'eau, il n'a de sens, d'une certaine façon, que s'il aide à une transition de l'agriculture. Au jour d'aujourd'hui, stocker de l'eau en hiver pour l'utiliser en été, c'est peut-être possible 8 années sur 10 ou 7 années sur 10 avec les pluies qu'on connaît au jour d'aujourd'hui. Demain, en 2050, ce sera sans doute moins fréquent, ou en tout cas on pourra stocker moins d'années que 8 années sur 10. Mettre en place une agriculture qui multiplie les assolements, mettre en place ce qu'on appelle de l'agroécologie, c'est-à-dire travailler avec la nature, ça a du sens. Et entre les deux, entre l'agriculture d'aujourd'hui et l'agriculture de demain, qui, à mon sens, devrait pousser cette logique d'agroécologie, il y a une transition à faire. Le stockage de l'eau peut aider à cette transition, mais il ne peut pas être une fin en soi, et ce n'est pas l'unique solution. Oui, mais quand je parlais de stockage, je ne pensais pas qu'aux réserves de substitution, je pensais aussi retenues de substitution, bien sûr. Mais bon, ce n'est pas le débat ce soir, peut-être que ça va venir, mais je voulais simplement, et merci Olivier, qu'on relativise un petit peu l'importance en termes de volume gagné de la réutilisation des eaux usées comme solution d'adaptation par rapport à d'autres solutions. Maintenant, le débat d'aujourd'hui, de ce soir, est quand même sur la réutilisation des eaux usées. Donc j'ouvre le débat. Je remercie évidemment les intervenants. Je les remercierai à nouveau à la fin. J'ouvre le débat maintenant avec vous, mesdames et messieurs, sur la réutilisation en particulier, mais bien évidemment qu'on pourra répondre à d'autres questions également, enfin, je pense. Alors, monsieur, dans le fond, si vous pouvez vous présenter. Bon, ma présentation, je suis un simple citoyen, consommateur d'eau, et je suis resté, pas sur ma faim, mais sur ma soif, après toutes ces explications intéressantes sur le débat de la réutilisation de l'eau et de la consommation. Et je voudrais quand même terminer sur les propos plutôt optimistes, futuristes de monsieur le directeur de l'agence régionale, qui fait espérer que peut-être on pourrait trouver des bonnes orientations politiques. Malheureusement, consommer moins d'eau, on n'est pas parti dans ce sens-là. On consomme autant et sinon plus. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Ouais, on n'a jamais autant irrigué de terres agricoles qu'il y a 20 ans ou 30 ans. Moi, mon grand-père, jamais il a irrigué des terres agricoles. C'est pas vrai, monsieur. Bon, pas au niveau national, vous me laissez terminer, s'il vous plaît. Terminé, merci. Donc vous avez attendu la fin pour parler des autres polluants qui sont les microparticules, donc les plastiques qui se détériorent, mais aussi tout ce qui est peinture, aussi bien de bâtiments, de crépissage et tout ça qui se détruisent avec le temps. Toutes ces couvertures maintenant en plastique ou en zinc traité, coloré, tout ça se dégrade avec le temps. Tout ça, on le récupère dans les eaux pluviales, y compris dans le domaine routier. Il y a un truc qu'on ne pense pas, mais toutes les bandes de roulement d'un pneu, c'est 1 cm qui s'use dans la vie d'un pneu, c'est-à-dire en 60 km. Et toutes ces particules de pneumatiques, on les retrouve dans les eaux pluviales. Il paraît quand même qu'on les retrouve maintenant dans les glaciers. Donc au niveau pollution, on a beaucoup de travail à faire pour dépolluer autant qu'économiser l'eau. Ça, on est d'accord. Oui, malheureusement, puis il y a aussi tout ce qu'on nous réinjecte dans le circuit à travers nos urines, comme on sait par les antibiotiques et tous les médicaments. Et tout ça, on ne sait pas les traiter aujourd'hui, quoi. Et on est dans la folie, c'est-à-dire qu'on va toujours consommer plus, et on n'est pas trouver des solutions après coup, mais on n'est pas dans l'amont où il faut traiter. Ok, d'accord, monsieur, merci. D'autres interventions, Thierry. Pardon, là-bas, pendant que le micro est là-bas, je vois monsieur. Oui, j'avais juste, c'est très intéressant, mais j'avais juste une question. Là, on a beaucoup parlé de réutilisation au niveau collectif, mais au niveau individuel, vous n'avez pas parlé, c'est la notion des eaux grises. Est-ce qu'on peut, en particulier, essayer de réutiliser l'eau, les fameuses eaux grises? Est-ce que techniquement c'est faisable, etc. Alors justement, la réglementation a évolué en 2024. Ça doit être en juillet de l'année dernière, où en fait il y a eu un décret et un arrêté
qui ont précisé les choses sur la réutilisation des eaux non conventionnelles. Et donc, pour en fait utiliser les eaux de toiture, pour utiliser les eaux grises. Donc, en fait, il y a dans cet arrêté un tableau qui indique les usages qu'on a le droit, ceux qu'on doit déclarer en préfecture. Il y a aussi des usages qui sont encore en expérimentation. Donc, vous pourrez trouver dans cet arrêté un peu tous les différents types de possibilités sur ces différents usages. Il y a une chose qu'on ne peut pas faire, c'est brancher un réseau d'eau autre que l'eau collective qui arrive du distributeur d'eau de la collectivité, Grand Poitiers par exemple. Vous ne pouvez pas brancher dessus un réseau d'eau pluviale, par exemple, sous risque de contaminer l'ensemble du réseau. Donc, quel que soit le type d'eau, vous ne pouvez pas vous substituer aux distributeurs et producteurs d'eau pour alimenter votre maison, sauf si vous avez un deuxième réseau, évidemment, privé. Alors, je lisais dans cette réglementation-là l'autre jour, en fait, il y a un usage qui paraît évident, mais qui est interdit. C'est par exemple de prendre son eau de pluie, la stocker chez soi, et d'utiliser son Karcher pour nettoyer sa voiture avec cette eau de pluie. Ça, c'est pas autorisé. C'est que des professionnels qui ont le droit de faire cet usage-là avec en fait, en se protégeant pour éviter d'être contaminé. Donc j'ai lu ça dans cette réglementation. Voilà. Bon. Donc on peut faire des choses, mais des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Voilà. D'accord. Alors, autre question. Alors, il y avait d'abord, qui a le micro là-bas, Mohamed Tabni. Oui. Bonsoir. Merci pour vos présentations et informations concernant tout ce qui tourne autour de la problématique de la réutilisation des eaux usées. Alors moi, j'ai une question à Monsieur Antoine Gauthier concernant les charges fixes de maintenance du réseau d'assainissement au rythme où vont les réglementations et les différentes normes. On va vers des coûts, actuellement, vous avez dit, c'est autour de 2 mètres cubes, en gros, de 2 € la redevance pour le mètre cube d'eau assainie. Et donc, avec les nouvelles normes, la nouvelle directive européenne, ça peut encore monter puisque ça va de nouveau être transféré aux usagers. Et quand on regarde ces coûts par rapport ensuite aux coûts de traitement et éventuellement la réutilisation, en les comparant à l'eau dessalée. Actuellement, on est autour de moins de 2 € le mètre cube d'eau dessalée pour les grands volumes. Non. D'après des données. Enfin, Frédéric pourra répondre peut-être sur le coût et donc, par rapport à la... Voilà, donc, coût de maintenance du réseau et également sobriété. Jusqu'à quel... volume d'eau par habitant de consommation pour les redevances, pour l'entretien du réseau, on ne devrait pas descendre. Si les gens font beaucoup d'efforts en termes d'économie, les coûts d'entretien du réseau d'assainissement restent quand même fixes ou risquent d'augmenter. Donc il y a quand même un seuil peut-être où on ne devrait pas aller plus bas. Non, on n'a pas dit qu'économie d'eau induirait une diminution de la facture d'eau. Hein. Ça, c'est pas sûr. Qui veut répondre à cette question? Non? Pardon? L'histoire du coût de l'eau désalinisée, ça dépend vraiment des volumes engagés. Hein. Mais de toute façon, c'est supérieur à 2 € du mètre cube. Hein. Il faut mettre en œuvre plusieurs traitements membranaires, un pré-traitement déjà bien poussé, et ensuite des ultrafiltrations, de l'osmose inverse, basse pression, c'est celle qui coûtera le moins cher, voire de la nanofiltration, et puis que faire des concentrats aussi. Enfin voilà, c'est toute une logique et une logistique qui coûte énormément, et en investissement et en fonctionnement. Donc voilà, tant qu'on peut éviter de faire de la désalinisation, c'est quand même mieux.
Parce que ça se fait dans des îles, encore là où il y a des moyens. Par exemple, on travaille sur une île des dom-toms, mais il n'y a que qui peuvent faire de l'eau potable avec de l'eau désalinisée. Comment ça s'appelle? Non, pas Mayotte. Non, pas Mayotte. Ouais. Là où il y a tous les riches. Enfin, ça va me revenir. C'est pas chez nous. Alors, on va revenir un petit peu devant. Oui, il y a des questions derrière. Je reviendrai derrière. Il y a peut-être des questions aussi chez sur la partie gauche de la salle. Thierry. C'est pour Madame Nakache-D'Enclos. On n'a pas réussi à avoir Alexandre Baudouin de Vendéo. Ils ont projet Jourdain, évidemment, il n'a pas pu se libérer. Et on est désolé, mais est-ce que vous pourriez nous dire une petite idée du coût de Vendéo, de ce projet Jourdain, avec cette canalisation d'une trentaine de kilomètres, là, je crois que de l'ordre du million d'euros le kilomètre. Non, et est-ce que vous pourriez, je finis juste, et donner mettre en perspective ce qu'on fait à Vendéo et ce qu'on fait à Barcelone, avec où le reuse est maintenant fondamental, parce qu'à Barcelone, il n'y a plus d'eau du tout. Il faut parfois des tankers. Donc, je voudrais qu'on mette un peu en parallèle ce qu'on fait en France et ce qu'on fait en Espagne ou sur les gros projets. Je ne veux pas trop m'étendre sur le cas Jourdain, parce que, en fait, c'est une plateforme expérimentale. Ça fait longtemps qu'on parle de ce projet. L'objectif, c'est quand même d'essayer de trouver des alternatives à l'eau potable et surtout de recharger des ressources et des retenues d'eau en souffrance. On connaît bien la retenue du Genêt, qui sert de production d'eau potable localement. C'est de l'eau qui va jusqu'en Charente, c'est pas que en Vendée. Et du coup, ce barrage, qui fait quand même 4,5 millions de mètres cubes, il baisse en niveau chaque année. Et il y a des périodes en été où il y a quasiment plus d'eau. Et nous, quand on produit de l'eau potable à partir de cette eau, on a des grosses difficultés de traitement, parce qu'on est quasiment dans des vases, et des fois on a énormément de matière organique, matière minérale, fer manganèse, et c'est très, très coûteux en consommation de réactifs. Donc c'est vraiment une urgence cruciale de recharger cette retenue d'eau à partir d'une ressource qui est assez loin, en effet, mais c'est celle qui a le volume le plus conséquent pour envisager de recharger cette retenue, 20 km. Il n'y a pas trop de stations d'épuration, tout est regroupé dans des grosses steppes. Et le projet Jourdain est venu de là. Ça fait plus de 10 ans que ce projet existe. Donc, il ne faut pas commencer à parler des coûts, parce qu'en fait, il a fallu démontrer avec toutes les technologies qui existent. Et tout à l'heure, j'ai entendu dire qu'on ne savait pas traiter les urines. Si, on sait traiter les résidus médicamenteux des urines. Donc voilà, avec les techniques membranaires, les oxydations poussées, tout est possible en process. Après, c'est des coûts d'investissement pour mettre en place toutes ces technologies et les coûts de fonctionnement, avec souvent de l'énergie associée, parce que pour des traitements membranaires, il faut pousser. Et comment on pousse l'eau au travers des membranes pour qu'elle soit vraiment bien traitée, c'est avec de la pression. Voilà, donc c'est de l'énergie. Oui, je vous remercie Thierry quand même d'avoir posé cette question. Pour Barcelone, parce que oui. Ça, c'est, oui, pour Barcelone. Juste pour finir, pour Barcelone, c'est un exemple très intéressant. Ils n'ont plus d'eau, ils n'ont pas le choix. Donc, il faut même venir de l'eau du canal BRL. Ça vient du sud de notre France. Et on a parlé tout à l'heure de 20 km, on a parlé des conduites, des distances. Pour eux, c'est des centaines de kilomètres. C'est des bateaux-citernes, oui. Voilà. Et c'est une eau de canal, et qu'on détourne, au lieu de l'alimenter, de la garder en France. Le canal de la Durance. Voilà. Et non, c'est surtout BRL. Ouais. Ah oui, d'accord. Ouais. Et du coup, c'est des nécessités qui exigent du coup des coûts, parce qu'il n'y a pas de choix. Vous remarquez que dans les deux cas, excuse-moi Frédéric, mais on n'a pas parlé de réutilisation des eaux usées en vue de la production d'eau potable. Oui. Il y a le cas de l'expérimentation Jourdain en Vendée, il y a le cas Barcelone, il y a des cas aux États-Unis, mais dans tous les cas, ils repassent par un milieu naturel. Naturel, toujours. C'est-à-dire que c'est indirect. C'est pas direct. On traite
au maximum l'eau résiduaire urbaine, on la réinjecte dans un milieu naturel, rivière, plan d'eau, jaunesse, un plan d'eau, nappe éventuellement, et après on la repompe pour faire de traitement d'eau potable, comme on fait du traitement d'eau potable. Une question, là-bas au fond. Oui, simplement c'est pour Antoine, simplement pour lui dire que la réutilisation des déchets des steppes, on le fait depuis très longtemps, notamment sous forme de boue de station d'épuration. Hein, enfin, moi, je m'en suis occupé pendant 30 ans. Donc, c'est un petit coucou comme ça. Bon, on parle bien des volumes, mais il y a les solides qu'on a toujours, enfin, qu'on a utilisés dans l'agriculture depuis très longtemps. D'accord. C'est intéressant de parler de ça. Oui. Des solides, ce que ça apporte aussi en azote et en phosphore, je pense. Enfin, tout à fait, oui. Donc, vous avez l'ancien directeur du service eau assainissement qui vient de s'exprimer. Donc oui, quand on considère le fonctionnement général d'une station d'épuration, en fait, en dépolluant l'eau, on produit ce qu'on appelle des boues d'épuration, c'est-à-dire une grande partie des matières solides et un petit peu de matière organique en fait sont décantées au fond des ouvrages. Et là, en revanche, là, il y a une vraie réutilisation de cette matière-là qui est solide, et parce que très souvent, dans l'extrême majorité des cas, en fait, ces boues d'épuration sont épandues très souvent pour des usages agricoles et donc retournent au sol et la matière organique enrichit les sols. Donc ça, c'est un exemple de réutilisation de la fraction solide de l'épuration, tout à fait. C'est de la fertilisation et c'est de la réduction de production du phosphore qui est en train de manquer à l'échelle mondiale. Et ça, il faut le garder parce que les boues, c'est en usage agricole, c'est hyper important. S'il n'y a pas d'azote et de phosphore, il n'y aura pas de végétal. Il n'y aura pas de végétation, il n'y aura pas de culture. Et cette notion de boue, c'est vrai que réutiliser les boues et la renvoyer dans le milieu naturel, c'est important. Alors, pendant la Covid, ça a été un gros sujet de discorde, parce que j'étais très impliquée. On a travaillé sur les eaux brutes pour évaluer le risque sanitaire lié au virus de la Covid, le SARS-CoV-2, dans les eaux usées. Aujourd'hui, il y a des programmes d'épidémiologie liés aux eaux usées pour évaluer les charges virales et les niveaux de risque humains. Voilà, ça c'est important. Mais pendant la Covid, on se disait, on a les virus qui arrivent dans les stations d'épuration, parce qu'en fait, ça passe par les voies fécales, comme je vous l'ai dit. Même le SARS-CoV-2, même si c'est un virus respiratoire, à un moment donné, il passe par la voie fécale, alors qu'au début, on disait non, ça passe pas, mais il passe. Heureusement, c'est pas un virus costaud, c'est un virus enveloppé. Il résiste pas du tout dans les milieux septiques comme les eaux usées, les réseaux, etc. Mais comme on ne savait pas trop, parce que c'était les débuts, on s'est dit les boues vont être concentrées. Donc il fallait traiter. Et il fallait désinfecter les boues. Thermiquement ou chauffer ou désinfecter. Exactement. Et ça a été des coûts énormes. Et ces décrets sont restés quelques années. Et avant d'être éliminés, levés, ces interdictions sans désinfection, sans hygiénisation, ça a duré un bon moment. Et ça a été des coûts énormes pour les collectivités. D'accord. Par méconnaissance, par principe de précaution. OK. Donc voilà. On dérive un peu, mais on aura demain, jeudi soir un des spécialistes du groupe Aubépine qui a suivi la contamination des eaux usées dans toute la France par le coronavirus et son infectiosité aussi, parce qu'à l'époque, on ne savait pas si c'était infectieux ou pas, puisqu'on faisait que de l'ARN. François. Oui, François Naud. Professeur Naud. Oui, mais essentiellement consommateur d'eau potable et producteur d'eau usée. Et vous avez parlé essentiellement de la réutilisation de l'eau pour l'arrosage et l'irrigation. Mais qu'en est-il de la réutilisation industrielle? Est-ce que vous n'en avez pas parlé parce que quantitativement, ce n'est pas important ou y a-t-il une raison? Olivier? Oui, donc effectivement, les industriels, la réglementation a aussi beaucoup évolué. 2024, il y a une nouvelle réglementation pour les industries agroalimentaires qui peuvent réutiliser leurs eaux pour différents usages, en particulier pour même jusque la fabrication de produits alimentaires.
Et dernièrement, en 2025, il y a une nouvelle réglementation également pour toutes les installations classées pour l'environnement qui peuvent réutiliser leurs eaux à des usages domestiques. Donc la réglementation évolue. On a des textes régulièrement, justement, pour que les industriels puissent, avec une réglementation adéquate, réutiliser leurs eaux. Oui, ça se fait beaucoup dans l'industrie automobile depuis très longtemps quand même. On parle plutôt de recyclage. Maintenant, dans l'agroalimentaire, il faut peut-être une réglementation un peu particulière. Une autre question, je crois. Oui, bonjour. Franck Hervé, conseiller transition énergétique à la Chambre de commerce et d'industrie de Poitiers. Donc, pour répondre au monsieur qui est devant moi, on n'a pas encore de conseiller sur l'eau, mais on va être formé d'ici 4 ou 5 mois. On pourra peut-être travailler ensemble, on ne sait jamais. Question détente. Vous allez vous former, hein, si vous voulez. Hein. Non, mais on a recruté un conseiller au niveau de la Chambre de commerce Nouvelle-Aquitaine, donc, qui est très performant et qui va faire ça. Question détente. Les futures Barcelone en France, c'est quelle ville en priorité, qu'on sache ou pas investir? Je ne peux pas répondre. Non, c'était quoi la question? Ah, les futurs Barcelone français? Ah oui, c'est les Pyrénées-Orientales. Ouais. On est toujours en arrêté sécheresse dans les PO. Ouais. Oui, bien sûr. Même en plein hiver et même quand il a plu beaucoup l'année dernière, il y a toujours un petit soleil. Mais il y a toute une zone dans le bassin d'Ourgaronne, hein, qui, je vous rappelle, Olivier a décrit Monsieur Reynard décrit que son bassin, mais le bassin d'Ourgaronne, c'est, allez, on va dire 70% de Nouvelle-Aquitaine et 80% de l'Occitanie, peut-être un peu moins, puis un petit bout d'Auvergne. Et évidemment, dans le sud de l'Aquitaine, mais aussi dans le sud de l'Occitanie, on a des zones, Pyrénées-Orientales notamment, où on a des manques d'eau énormes. On a eu des manques d'eau énormes ces 2 ou 3 dernières années. Ça s'est un peu amélioré, évidemment, avec la pluviométrie ces derniers temps. Mais on s'attend à avoir des 50%, 60%, 70% de moins de disponibilité d'eau en période d'étiage. En période d'été, donc, période chaude. Donc, effectivement, il faut s'y préparer. Il y a des cultures qui meurent complètement. Des vignes, c'est assez dramatique. Est-ce qu'il y a encore une question ou est-ce que deux dernières alors? Bonsoir. 2 dernières parce que comme on a une autre table ronde, oui, une autre quand même ici. Christine, peut-être que... Bonsoir. Alors, oui, allez-y. Merci aux organisatrices, organisateurs de favoriser ces soirées voie publique. À titre personnel, je consomme moins de 30 litres d'eau potable par jour. Entre autres parce que je n'ai plus de chasse d'eau classique en utilisant l'eau de la cuisine et l'eau des toilettes comme le font les Japonais et les Belges. Ça n'a rien d'extraordinaire. Parmi les interventions, j'applaudis le représentant de l'agence de l'eau qui dit que la première priorité, c'est la sobriété. Mais malheureusement, en finançant à 70% l'investissement dans des bassines pour quelques agriculteurs, qui vont cultiver une plante tropicale en été qui s'appelle le maïs pour de l'exportation, pour faire un peu de commerce extérieur, etc. On est complètement dans l'incohérence. Quand vous dites que c'est pour la condition, c'est pour favoriser une transition, les agriculteurs qui ont ces bassines-là ne vont pas remettre en question leur choix de culture. Si déjà ils réclament ça, ils ne vont pas changer. C'est dans le deal, normalement. Hein. Eh bien oui, mais et le deal de dire pollueur-payeur, c'est dans la charte de l'environnement pondue sous M. Chirac. Ce n'est pas du tout le cas du pollueur-payeur, c'est le contribuable payeur quand il y a des dégâts. Donc là, c'est bien de nous faire rêver sur un avenir qui serait souhaitable. Et moi, à titre personnel, j'ai quelques hectares de terre. Je ne vais pas utiliser ni les boues d'épuration que j'ai vus depuis les années 70 quand j'ai fait des études agricoles,
ou dans le Beaujolais, où les Suisses ont arrêté d'acheter le Beaujolais parce que les agriculteurs croyaient rendre service à la filière en dépendant des boues sur leurs vignes, mais ça faisait des apports de métaux lourds et d'autres cochonneries dont ne voulaient pas les Suisses. Et les boues, j'en veux pas dans mes cultures. Parce que c'est pas net sur l'analyse de ces boues-là et ni des eaux réutilisées, recyclées. Il y aura des PFAS dedans, il y aura des microplastiques, il y aura... non. Oui, c'est le problème évidemment. Donc, problème de santé publique. la solution, c'est de réduire complètement à la source la pollution. C'est pas de retraiter, même si ça fait du business pour les entreprises. Il faut réduire à la source. En fait, les polluants que vous évoquez, c'est essentiellement via les eaux industrielles qu'elles arrivent. Nous, on parle vraiment d'eau usée urbaine et domestique. Donc, nous, on n'est pas des producteurs de métaux lourds, on n'est pas des producteurs de PFAS. C'est important de faire le distinguo. Et la notion de pollueur-payeur, elle a tout son sens. Et justement, grâce à la DERU, j'espère qu'on va pouvoir trouver justement à faire payer ces pollueurs, et notamment les industriels. Quand il y a eu la RSDE, en fait, c'est encore une réglementation pour les stations d'épuration. Il y avait eu la RSDE, j'ai contribué à la RSDE STEP, il y avait eu la RSDE Industrie et ICPE notamment, qui n'a pas été aussi efficace qu'on pouvait l'attendre, qu'on pouvait l'espérer. Et donc nous, qu'est-ce qu'on a dû faire ? C'est compléter. Mais la DERU 2 va remettre tout d'équerre justement pour que ces pollutions un peu éternelles, un peu lourdes, etc., qu'on sait cependant éliminer, hein, je vous le dis et je vous le répète, on a les technologies, ça coûte cher, mais on a les technologies. Il ne s'agit pas de traiter les boues non plus, ça c'est sûr. Mais voilà, il faut sélectionner aussi les boues, sélectionner les eaux et pas faire du n'importe quoi, n'importe où, avec n'importe quoi. Enfin voilà, c'était... Okay. C'était important de je crois qu'on va peut-être arrêter. Merci. Il y avait une question peut-être sur la partie gauche là-bas. Voilà. Donc vous avez besoin de la traduction. Allez-y. En France, c'est vrai que, à l'heure actuelle, on a encore de l'eau, mais on s'inquiète effectivement de l'avenir. Et on est sur un paradoxe où il y a d'un côté les inondations et de l'autre un manque d'eau. Et dans les pays du Maghreb, l'utilisation de l'eau est très différente et ils ont une utilisation beaucoup plus qualitative et beaucoup plus économique. Donc, à quel moment, nous, est-ce qu'on peut prendre modèle sur ces pays-là ? Je sais que l'Espagne aussi est un bon modèle pour nous. Moi, je crois pas qu'on puisse... Ah non, je vais vous laisser traduire. Il faut faire attention parce qu'on ne peut pas parler d'eau qualitative dans les pays du Maghreb. Eux, ils ont eu besoin d'eau en quantité. Et pour avoir travaillé un peu sur la parasito de ces eaux, c'est pas aussi bien désinfecté qu'en France. Mais eux, comme ils n'ont pas d'eau, sinon ils mangent plus. Enfin, voilà. À nouveau se pose la question du risque sanitaire, jusqu'où ces pays-là émergents sont capables d'aller pour survivre aussi quelque part. Mais prendre exemple sur eux, je suis pas sûre que ce soit vraiment une bonne idée. Sur la partie peut-être quantité, oui, mais la qualité restera de toute façon le frein parce que nous sommes soumis aux normes qui sont imposées par la réglementation. Et ces normes, elles doivent exister pour éviter des risques dans nos populations. Il faut juste savoir que dans ces pays-là, le niveau de résistance, vu qu'ils sont soumis à beaucoup plus de pollution microbiologique, ils ont une résistance naturelle bien plus importante que nous, occidentaux. Et nous, par exemple, occidentaux français, on est même plus résistants que les Américains qui désinfectent tout. Ils résistent plus au chlore. Ils résistent résistent plus au chlore que nous. Ouais. Voilà. Bon, je pense qu'on va arrêter sur ces mots, sur cette conclusion. Merci pour vos questions. Merci, mesdames, messieurs. Je donne la parole à Thierry pour la conclusion.
je fais le lien. Je vous remercie vraiment tous parce que je pense qu'on a encore progressé et dans la compréhension. Et je me réjouis vraiment parce que quand on a lancé cette idée de l'eau et ces conférences multiples, ces tables rondes, c'était un peu disparate. Et en fait, je me rends compte que tout s'interpénètre. On a eu l'urbanisation hier soir et on va avoir inondation tout à l'heure. On a Reuse, où on comprend les problèmes de pompage d'usines d'eau potable. On a la STEP qui a été évoquée. Et c'est pour vous dire que tout à l'heure, donc, il va y avoir inondation. Et nous, à Voie publique, on vous propose une visite demain de l'usine d'eau potable, puisque ça s'appelle usine d'eau potable, de Bellejoine, qui alimente toute la ville avec des pompages soit dans le Clin, soit à Fleury. Et donc, on vous invite tous à vous inscrire. Je crois qu'il y a déjà beaucoup de monde, mais dépêchez-vous, il y a peut-être encore un peu de place. Grand Poitiers nous a fait le plaisir de nous ouvrir la folie avec la station d'épuration, 150 000 équivalents habitants. On a vu qu'avec la nouvelle législation, il va falloir réinvestir encore, il n'y a pas longtemps, mais je crois que c'est une chance inouïe pour tout le monde. Donc voilà, tout se regroupe un peu et je pense que ça nous enrichit bien. Et voilà, je vous remercie de votre présence et surtout, je remercie tous les participants vraiment.